Parfois, le destin glisse un mensonge dans un détail si élégant qu'on le croit sincère, une ombrelle oubliée, un silence trop bien porté, et l'illusion devient vérité. Ici, chaque geste compte, chaque regard pèse plus que 1000 mots. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. La mer, ce matin-là, s'étendait calme et brillante, sous un ciel clair, tandis que la pension Les Lauriers Roses achevait de servir ses petits déjeuners en terrasse. C'est dans ce décor discret, un rien suranné, que M. Hercule Poirot fit son apparition, accompagné de son fidèle ami, le capitaine Hastings. Tous deux venaient me chercher un peu de repos sur la côte atlantique, loin des brumes de Londres et des affaires criminelles. Le personnel les accueillit avec une politesse teintée de curiosité, dans ce lieu où rien ne semblait jamais bouleverser le cours des jours. La silhouette tirée à 4 épingles de Poirot et l'allure militaire de Hastings attiraient déjà les regards. On leur attribua une chambre double au premier étage, avec vue partielle sur la mer et sur le jardin, où quelques clients feuilletaient le journal ou somnolents à l'ombre. Hastings souriait, ravi. Poirot, lui, promenait son regard sur les lieux, comme s'il cherchait déjà ce qui clochait dans ce tableau trop bien ordonné. Ce fut alors qu'elle apparut, sortie par la grande porte vitrée. Elle descendit lentement les marches de pierre menant à la terrasse. Une femme d'un certain âge, élégamment vêtue de rouge, tenant dans sa main une ombrelle cramoisie, assortie à sa robe. Son maintien était digne, son visage impénétrable, son allure presque théâtrale. Les conversations s'interrompirent une seconde. Le cliquetis d'une cuillère dans une tasse couvrit un silence que personne ne commenta. La femme prit place seule à une table au bord du jardin, sans accorder un regard aux autres. Poirot, en train de s'installer, face à Hastings, pencha légèrement la tête. Il n'était pas homme à se laisser distraire par une tenue voyante, mais il avait déjà noté la main gantée, trop raide, qui tenait l'ombrelle comme un sceptre. Ce n'était pas tant la femme qui captait les regards que l'ombrelle elle-même. D'un rouge profond, presque cardinal, elle paraissait à la fois neuve et ancienne, soigneusement entretenue, mais d'un style qu'on ne voyait plus guère. Déployée à moitié, posée contre sa chaise, elle semblait attirer à elle une lumière étrange. 2 dames d'un âge respectable, assises un peu plus loin, échangèrent quelques mots à voix basse, les yeux fixés sur l'objet. L'un des serveurs jeta un regard furtif à sa collègue, en passant près de la table. Hastings haussa un sourcil, amusé par tant d'attention, pour ce qui n'était, après tout, qu'un accessoire. Poirot, lui, ne souriait pas. Au cours de l'après-midi, Poirot observa sans rien dire. Il avait noté que plusieurs pensionnaires, pourtant installés là depuis des semaines, semblaient soudain perturbés. Un homme aux cheveux grisonnants évita soigneusement de croiser le regard de la femme en rouge en traversant la terrasse. Une jeune veuve, jusque-là bavarde, se tut dès que la nouvelle venue apparut au détour de l'allée, et le directeur lui-même, pourtant maître en sourire, avait salué cette cliente d'un ton visiblement tendu. Il n'y avait eu ni scène, ni incident, seulement ces légers frémissements dans la surface calme des habitudes. Poirot, les bras croisés, observa longuement ces infimes variations. Les regards en disaient plus que les mots, et ce que l'on ne disait pas semblait bien plus pesant que ce que l'on osait échanger. Au fil des heures, Hastings, d'abord conquis par le charme tranquille des lieux, se surprit à ressentir une gêne diffuse.
Les voix semblaient moins légères, les rires plus rares, et le service plus nerveux. Les petits rituels de la maison, le thé servi à 16 heures, les cartes jouées dans le salon, prenaient une tournure étrange, comme si l'ordre ancien était bousculé par une présence inattendue. Il en fit part à Poirot, d'un ton léger. Ce dernier répondit d'un simple mouvement du menton, comme pour confirmer que cette atmosphère n'était pas une impression. Il y avait sans doute quelque chose dans l'air. Et ce quelque chose ne venait ni de la mer ni du vent. C'est dans ces gestes anodins que Poirot trouvait matière à réflexion. Une main qui tremble légèrement en versant le thé. Un mot hésité avant d'être prononcé. Une porte qui se referme un peu trop vite derrière une silhouette en fuite. Rien n'était encore tangible, mais l'intuition de Poirot se mettait en marche. Il remarqua que la femme en rouge ne parlait à personne, qu'elle observait beaucoup, et qu'à plusieurs reprises, elle s'était arrêtée dans les jardins, comme pour y chercher quelque chose, ou y retrouver quelqu'un. Surtout, il nota que certains semblaient moins la découvrir que la reconnaître, tout en feignant le contraire. À plusieurs reprises, Poirot aperçut la femme traverser le jardin, ombrelle à la main, même sans soleil. Ce geste, qu'il aurait pu juger affecté, l'intriguait, car l'accessoire ne la quittait jamais, ni posé à terre, ni oublié sur une chaise, toujours là, dans sa main gauche, comme une extension d'elle-même. Elle avançait lentement, l'objet à hauteur d'épaule, telle une partition silencieuse qu'elle semblait suivre. Poirot, de loin, suivit la trajectoire. Il ne vit rien de particulier, et pourtant il nota ce détail, sans en dire un mot, à Hastings. Une ombrelle, pensa-t-il, peut-être un paravent, ou une arme, ou un souvenir. Le ciel s'était chargé lentement, comme s'il hésitait encore à rompre la clarté du matin. Une humidité soudaine alourdissait l'air. La pension s'était vidée de ses conversations. Chacun s'étant replié dans un fauteuil ou derrière un rideau de pages, sauf elle. La dame en rouge, toujours droite, descendit lentement l'allée de gravier qui bordait les rosiers. Son ombrelle, encore une fois, n'était pas levée contre le soleil, mais tenue bien haut, comme pour maintenir à distance un monde invisible. Aucun autre client ne se trouvait dans le jardin à cet instant. Seule, sa silhouette cramoisie avançait parmi les feuillages, ponctuée du froissement sec de sa jupe et du bruit régulier de ses pas mesurés. Poirot, depuis la baie Toïb vitrée, suivait du regard cette promenade singulière. Il nota la raideur du cou, l'angle précis de l'ombrelle, l'absence de pose. Elle ne cherchait pas la fraîcheur. Elle semblait aller vers quelque chose ou quelqu'un, avec une résolution qui laissait peu de place au doute. Puis, la pluie tomba, d'abord fine et verticale, presque polie, puis plus lourde, trempant rapidement les graviers, les tiges et les nappes oubliées. On s'abritait, on appelait un serveur pour les coussins restés dehors. Hastings, debout, jetait un œil inquiet à travers la fenêtre. Il ne vit pas la dame revenir. Ce fut une femme de chambre qui poussa un cri discret, plus de surprise que d'effroi. On accourut. Là, dans le recoin du jardin, près du massif des rosiers de Damas, elle gisait, allongée de côté. L'ombrelle était ouverte à ses pieds, détrempée, tournée à l'envers, comme un insecte mort. Son chapeau avait roulé dans la boue. Ses gants étaient encore en place. Son visage paraissait paisible, presque endormi. La pluie avait déjà lissé ses mèches de cheveux contre ses tempes. Il n'y avait ni lutte, ni cri, ni sang. Juste ce corps posé là, au bord du sentier, comme abandonné par la vie sans prévenir. Le médecin de l'hôtel, appelé en toute hâte, s'agenouilla près du corps, l'examina brièvement, puis déclara sur un ton posé qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque.
Il prononça ces mots comme une évidence, avec la certitude tranquille de ceux qui n'attendent pas de contradiction. Il recommanda que l'on couvre le corps, prévienne la gendarmerie et surtout qu'on évite toute panique. Poirot, demeuré en retrait, observa davantage le médecin que la défunte. Il nota la brièveté de l'examen, le regard évité lorsqu'on lui parla de son dernier repas, et l'insistance soudaine à faire évacuer les curieux. Il ne dit rien. Mais dans la raideur précipitée du geste, il reconnut cette hâte malhabile qu'on trouve parfois chez ceux qui veulent que les choses rentrent rapidement dans un cadre commode. Quand les pensionnaires furent interrogés sur les dernières heures de la défunte, les témoignages se révélèrent vite incohérents. Une dame affirma qu'elle l'avait vue entrer dans le salon vers 4 heures, ce qui fut aussitôt contredit par un autre qui jurait l'avoir aperçue au même moment sur le chemin longeant la serre. Un serveur parla d'un thé commandé, puis oublié. Un couple âgé se disputa discrètement pour savoir si elle avait porté son châle ou non en sortant. Le directeur, embarrassé, tenta de réunir les déclarations, mais tout semblait glisser. Plus les voix s'élevaient, plus le souvenir collectif devenait vague, fragmenté, flottant dans une brume de suppositions. Poirot, assis dans un coin du salon, écoutait sans intervenir, son regard glissant d'un visage à l'autre. Il ne cherchait pas à relever les erreurs. Il attendait que l'une d'elles ne soit pas une erreur, mais un mensonge. La stupeur passée, Hastings sentit un malaise s'installer. Ce n'était pas la peine ou l'indignation qu'il attendait d'un tel événement, mais une tension sourde, faite d'évitements, de chuchotements trop pressés, d'excuses pour s'absenter. Il remarqua que certains prenaient leur thé un peu plus tôt, que d'autres ne quittaient plus leur chambre, comme si la mort avait réveillé en chacun, non pas la peur du tragique, mais celle d'un passé mal rangé. Il en fit part à Poirot, qui ne répondit que par un léger froncement de sourcils, presque imperceptible. La mer, elle, continuait de battre doucement la jetée au loin, indifférente aux failles qui se creusaient lentement dans la pension. Lorsque le corps fut déplacé, Poirot demanda à examiner l'ombrelle qu'un domestique avait repliée avec précaution et déposée dans un coin sec. Il l'ouvrit lentement, sentit le tissu imbibé, la manipula du bout des doigts, rien d'évident à première vue. Mais en inspectant l'intérieur de la toile, il aperçut une trace, minuscule, une tache brunâtre, fine, presque sèche, là où la toile se rejoignait en pointe, juste au-dessus du mécanisme de fermeture. Il toucha légèrement, sentit un résidu au bout de son gant. Ce n'était ni de la terre, ni du vin, ni rien de domestique. L'odeur était ténue, âcre. Poirot referma l'ombrelle, la reposa délicatement et se leva sans un mot. Le silence de l'objet, maintenant détrempé, n'était peut-être pas celui de l'oubli, mais celui du secret. Ce soir-là, dans la chambre, Hastings s'étonna. Tout semblait simple, et pourtant, Poirot, les mains croisées dans le dos, déambula lentement. Il parla doucement, comme pour lui-même. Il énuméra les chaussures de la défunte, sèches et sans trace de boue, bien que le sol fût détrempé. Le corps, tombé de manière trop propre, sans tache sur la jupe claire. Le gant gauche, légèrement mal ajusté, et l'ombrelle, toujours dans la main. Une main pourtant crispée par la mort. « Mon ami, dit-il enfin, lorsqu'un accident semble trop logique, il faut en chercher la volonté. » Il avait vu trop d'ordres parfaits pour croire au hasard. La logique apparente des choses, le moment, l'arme invisible, l'absence de lutte, n'était pas celle de la vie. Elle appartenait à la pensée humaine, et, plus précisément, à celle d'un assassin méticuleux. Le lendemain matin, le salon de lecture semblait animé d'une vie différente.
Les journaux s'ouvraient avec plus de précipitation. Les tasses de thé refroidissaient à peine entamées, et les chuchotements se faufilaient entre les rayonnages comme des courants d'air. Assis à une table un peu à l'écart, Poirot feuilletait un volume relié de manière impeccable, mais ses oreilles, elles, ne perdaient rien des demi-phrases glissées à la faveur d'un soupir ou d'un haussement de sourcils. Hastings, de son côté, écoutait moins subtilement, s'étonnant de ce brusque regain d'agitation dans un lieu d'ordinaire si placide. On évoquait, avec une feinte prudence, les habitudes de la défunte. Certains parlaient pas d'une femme discrète, d'autres d'une intrigante. Le mot « accident » revenait de moins en moins. Ce n'était plus le choc qui dominait, mais une sorte d'accord silencieux. Quelque chose, assurément, s'était joué sous les regards de tous, sans que personne ne veuille en porter la responsabilité. Parmi les voix tremblantes que Poirot perçut ce jour-là, celle de Madame Vasseur, veuve d'un ancien notaire, retint son attention. Assise près de la baie vitrée, elle parlait avec lenteur, comme si chaque mot devait traverser une brume de souvenirs avant d'être formulé. Elle évoqua, presque en murmurant, un jeune homme que la défunte appelait autrefois son neveu. Un garçon charmant, disait-elle, souvent en visite, à l'époque où elle fréquentait la même pension de cure, quelque part près de Spa. Puis, brusquement, il n'était plus venu. Aucun mot, aucun adieu, juste une absence prolongée qu'on n'expliquait pas, mais qu'on n'osait pas non plus questionner. Poirot l'interrogea doucement. Elle haussa les épaules, les mains posées sur son sac, et dit qu'il y avait eu une dispute, peut-être un malentendu. Elle n'en savait pas plus. Mais dans ses yeux pâles, il eut une curiosité restée sans réponse depuis trop longtemps. Et peut-être aussi une légère crainte de savoir, maintenant, ce qu'elle n'avait pas voulu apprendre alors. Dans l'après-midi, une gouvernante anglaise, de passage avec une famille venue de Lyon, s'approcha de Poirot, poussée par une curiosité mêlée d'hésitation. Elle n'avait pas souhaité s'exprimer devant les autres, dit-elle, mais elle croyait avoir reconnu, sous les traits de la défunte, une femme qu'elle avait autrefois connue sous un autre nom. Elle se rappelait très précisément son visage, moins ses habits, car l'époque était différente. Elle travaillait alors pour une famille belge dans une maison de campagne proche de Namur. La femme qu'elle nommait alors Madame Leroux n'était pas mariée, mais fréquentait souvent un militaire français, beaucoup plus jeune qu'elle. Il y avait eu à l'époque des rumeurs de scandale. Un enfant, peut-être, puis la disparition soudaine de la dame, après un été mouvementé. Poirot écouta avec attention, sans interrompre. Les dates concordaient, en partie, les origines aussi. Il nota le nom, et surtout, il retint ce que la gouvernante n'avait pas dit, le malaise qu'elle avait ressenti en croisant cette femme dans le couloir la veille, avant de comprendre pourquoi ce visage, bien qu'assombri par les années, lui était si familier. Plus tard, dans un bureau discret au rez-de-chaussée, Poirot échangea quelques mots avec le directeur de l'hôtel. Le ton était professionnel, mesuré, mais derrière les formules de circonstance, une gêne palpable s'invitait à chaque phrase. « Oui », confirma le directeur, la défunte avait reçu récemment une somme importante, héritée d'un cousin éloigné, établi en Argentine. C'était elle-même qui l'avait mentionné, avec une certaine retenue, lors de son arrivée. Elle avait demandé une chambre tranquille, réglée plusieurs semaines d'avance, et n'avait pas rechigné au tarif, ce qui avait été remarqué. Mais cette information, depuis la veille, semblait circuler dans les couloirs plus rapidement que les journaux. Plusieurs résidents, d'ailleurs, l'avaient questionné à demi-mot à ce sujet, non pas avec compassion, mais avec un intérêt mal dissimulé, parfois teinté d'ironie.
Poirot le remercia d'un ton neutre, tout en sachant que dans ces milieux, l'argent hérité ne suscite jamais l'indifférence, et que parfois, il attise plus sûrement que la haine. Le soir venu, le silence reprit ses droits dans les couloirs de la pension. Mais ce silence-là n'avait plus la même texture. Il était traversé de regards rapides, de portes qui se refermaient et avec plus de soin, de pas qu'on ralentissait en croisant une autre silhouette. Poirot, dans sa marche nocturne, notait les plaques sur les valises, les prénoms oubliés griffonnés à l'encre sur les vieilles clés, les souvenirs collés dans les cadres un peu ternes. Il s'interrogeait sur les lieux que la défunte avait pu fréquenter, les noms qu'elle avait peut-être portés, les villes traversées à la hâte pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Les murs anciens ont parfois une mémoire plus tenace que celle des pensionnaires. Une lettre oubliée, un nom rayé sur un registre, une date trop ancienne pour qu'on ose la mentionner. Et dans ce silence, chargé de choses tues, Poirot sentait que l'histoire réelle de la défunte remontait lentement, grain par grain. Parmi les pensionnaires, il y avait un jeune homme discret qui logeait au 2e étage. Il se prénommait Henri, se disait étudiant en littérature et passait de longues heures seul à écrire ou marcher dans les dunes. Depuis la mort, Poirot l'avait observé, non pour ce qu'il disait, car il disait peu, mais pour ce qu'il évitait, les regards, les questions, le contact prolongé. Son attitude n'était pas celle d'un coupable, mais celle de quelqu'un dont la présence ici n'était pas due au hasard. Poirot l'aborda un matin, de manière courtoise, et parla d'abord de livres, de soleil, puis, sans transition, mentionna la dame en rouge. Le jeune homme sursauta légèrement, comme si ce nom contenait une charge émotionnelle trop forte. Il répondit que c'était une femme étrange, distante, mais que non, il ne la connaissait pas. La voix, cependant, avait tremblé. Et quand il s'éloigna, Poirot vit sa main se crisper sur la rambarde de fer forgé. Une crispation brève, mais suffisante pour semer dans l'esprit du détective une graine qu'il ne laisserait pas s'étioler. À mesure que les heures passaient, l'ambiance dans la pension devenait plus dense, plus retenue. On ne parlait plus de la morte à voix haute. On l'évoquait du bout des lèvres, dans l'ombre des couloirs, comme si son souvenir, loin de se dissiper, s'incrustait plus profondément. Poirot notait les absences prolongées, les regards échangés à l'heure du thé, les phrases suspendues au moment de les prononcer. Il savait, pour l'avoir vue 100 fois, que la vérité, quand elle est redoutée, se camoufle sous le masque d'une politesse accrue, d'une bienveillance exagérée, d'un calme fabriqué. Certains résidents devenaient soudain trop affables, d'autres se montraient étonnamment discrets. Et dans cette tension contenue, il percevait moins la peur du crime que celle de ce qu'il pourrait révéler d'autres. Car parfois, ce n'est pas le meurtre qui dérange, mais la lumière qu'il jette sur les vies qu'il frôle. La chambre de la défunte avait conservé l'odeur de lavande propre au lieu trop soigneusement entretenu. La lumière de fin d'après-midi glissait sur les étoffes épaisses, et les rideaux remués par la brise donnaient au lieu une quiétude trompeuse. Poirot, précis comme à son habitude, faisait le tour de la pièce sans déranger l'ordre apparent. Il scrutait les vides autant que les pleins, les objets oubliés plus encore que ceux mis en évidence. Hastings, de son côté, s'approcha d'une commode sur laquelle reposait un mince livre à la reliure effacée. Il l'ouvrit distraitement, puis marqua un temps. Entre 2 pages, pliées en 4, une feuille écrite à l'encre brune était glissée. Il la tendit à Poirot, qui la prit sans mot dire. La feuille était soigneusement pliée,
sans trace d'humidité ni de poussière, comme si elle avait été cachée là peu de temps auparavant. Poirot ne l'ouvrit pas. Il la reposa sur le coin du bureau et se contenta de murmurer que parfois, il vaut mieux lire une lettre avec les nerfs calmes et les moustaches bien brossées. Resté seul un instant dans la chambre, Hastings n'avait pas résisté à la tentation. Il avait défait le pli avec une lenteur respectueuse, découvrant une écriture élégante, aux pleins et déliés maîtrisés. Quelques phrases seulement, sans signature, mais l'effet était immédiat. Il est trop tard pour fuir. Je ne céderai pas cette fois. Tu sais ce que nous avons fait. Puis, plus bas, une indication précise. Le jardin à 16 heures, juste avant la pluie. Hastings sentit un frisson lui remonter l'échine. Tout concordait, l'horaire, le lieu, l'intention non dite, mais si nettement suggérée. Il referma la lettre aussi soigneusement qu'il l'avait ouverte, le front plissé, la gorge serrée. Lorsqu'il entendit les pas de Poirot revenir, il reposa l'enveloppe à sa place, comme si rien n'avait été touché. Mais lorsque Poirot s'approcha enfin du bureau pour lire la fameuse lettre, il marqua une pause. La surface y était vide. Ni papier, ni pli, ni trace d'un quelconque document. Il fit glisser lentement le livre d'hymne de côté, inspecta le tiroir, puis le sol, sans rien dire. Hastings, figé, regardait lui aussi le vide, là où quelques minutes plus tôt reposait la clé de toute cette affaire. Poirot ne le réprimanda pas. Il se contenta de dire que les papiers les plus compromettants sont souvent ceux que l'on croit à tort entre de bonnes mains. Puis il resta un moment debout, les bras croisés. Il ne s'agissait plus seulement d'une disparition matérielle, mais d'un mouvement orchestré, discret et rapide. Quelqu'un savait que cette lettre existait, et ce quelqu'un n'avait pas attendu plus de quelques instants pour l'ôter du tableau. La disparition fut évoquée discrètement par Poirot, auprès de quelques résidents, le ton calme, la question simple. Pourtant, elle déclencha une onde de réaction inattendue. Un homme au teint rouge, ancien fonctionnaire colonial, se leva brusquement pour dénoncer ce qu'il appelait une atteinte insupportable à la sécurité des clients. Il prétendit que les domestiques avaient trop de liberté, qu'il les avait vus entrer sans frapper, fouiller même les effets des pensionnaires absents. Il évoqua un mouchoir mal replacé, une montre légèrement déplacée. La violence de son ton surprit. Poirot, sans ciller, écouta. Mais dans cette explosion verbale, il ne retint pas les accusations, trop générales, trop commodes. Il observa plutôt la nervosité excessive, l'envie manifeste de détourner le regard des autres vers un coupable facile, collectif, impersonnel. Ce genre de réaction, il le savait, appartenait rarement à l'innocence tranquille. Le directeur de l'établissement, homme soigneux et bien mis, convoqua Poirot avec une courtoisie appuyée. Il parla d'abord de la pluie, de la mer, puis aborda, à demi-mot, l'incident. Il avait entendu dire qu'un objet personnel avait disparu, mais insista sur le fait que cela arrivait souvent dans les hôtels. Une serviette prise par erreur, une carte postale mal rangée. Rien de malveillant, bien sûr. Il recommanda de ne pas alarmer inutilement les autres clients. Poirot répondit poliment, sans donner ni confirmation, ni démenti. Mais intérieurement, il nota la crispation du ton, la main qui froissait légèrement le coin du bureau, le regard qui ne restait jamais fixé. Il comprenait. L'homme voulait éviter l'embarras, les murmures, l'ombre du scandale. Mais cette prudence intéressée avait un prix, celui de l'aveuglement volontaire. Et parfois, c'est dans ce refus de voir que se loge le vrai complice du crime. Plutôt que d'insister ou de hausser la voix, Poirot se fit plus discret. Il passa du temps dans les couloirs,
dans les escaliers, au détour d'un salon. Il ne posait plus de questions. Il regardait. Il notait les mains qui s'agitaient sans objet, les regards qui fuyaient trop vite, les salutations précipitées qui trahissaient net une volonté de disparaître. Il vit une jeune femme froncer les sourcils, en entendant le mot « lettre », puis sourire aussitôt, comme pour se corriger. Il observa un homme laisser tomber une serviette et la ramasser avec une lenteur trop calculée. Il remarqua qu'un portier, d'ordinaire volubile, évitait son regard depuis ce matin-là. Aucun de ces gestes, isolément, ne prouvait quoi que ce soit, mais ensemble, ils dessinaient une tension diffuse, une nervosité rampante, et Poirot savait que dans ce tissu de silence, il finirait par démêler le fil qui menait à la vérité. À première vue, l'idée d'un vol, commis par un membre du personnel, semblait plausible. L'accès à la chambre, l'occasion, le mobile, tout y était. Plusieurs résidents y virent même une explication simple, rassurante, presque confortable. Un incident regrettable, mais sans conséquence. On murmura que le voleur aurait probablement détruit la lettre par peur d'être démasqué. Mais pour Poirot, cette simplicité même était suspecte, trop rapide, trop propre. Il expliqua à Hastings que les choses volées sans raison apparente ont souvent été volées pour une raison précise, et que dans ce cas, ce n'était pas un bijou ni une somme d'argent. C'était un papier, des mots, une vérité qui dérangeait quelqu'un au point de prendre des risques. Non, ce n'était pas un vol de nécessité, c'était une manœuvre, et dans cette manœuvre, il pressentait moins une main maladroite qu'un esprit lucide et déterminé. Ce fut en feuilletant distraitement un recueil de poèmes anglais, laissé sur une console du petit salon, que Poirot, d'un geste attentif, fit glisser un objet dissimulé entre deux pages. Il ne s'agissait ni d'un marque-page, ni d'une lettre oubliée, mais d'une photographie en noir et blanc, d'un format ancien, aux bords dentelés. Il la contempla longuement. On y voyait la défunte, plus jeune d'une vingtaine d'années, posant entre deux hommes en uniforme. L'un était droit, le regard fixe, l'autre un peu tourné vers elle, un sourire timide sur les lèvres. Tous trois semblaient proches, sans ostentation. Le décor, flou à l'arrière-plan, évoquait un jardin de maison de repos ou une cour militaire à la campagne. Le cliché avait jauni au coin, mais conservait la netteté douloureuse de ces instants figés que le temps ne parvient pas à effacer. Poirot ne dit rien sur le moment. Il glissa lentement la photographie dans la poche intérieure de sa veste. Il savait que ces images, pour anciennes qu'elles soient, portèrent parfois en elles la semence d'un mobile encore vivant. Lorsqu'il montra discrètement la photographie à quelques pensionnaires, dans l'espoir de confirmer une date ou un lieu, les réactions furent immédiates, non par des mots, mais par ce qui les précédait. Un sursaut, un silence plus long que nécessaire, un regard fuyant, parfois un soupir. La guerre, évoquée par les uniformes, éveillait peu d'anecdotes. On préférait détourner la conversation, invoquer la fatigue ou un souvenir trop flou. Une dame prétendit qu'elle ne reconnaissait personne, mais ses doigts s'étaient mis à jouer nerveusement avec sa bague. Un autre dit n'avoir jamais eu la mémoire des visages. Et pourtant, il ne regarda pas la photo plus d'une seconde. Poirot comprit qu'il venait de toucher une strate plus profonde de cette affaire, celle que l'on ne dissimule pas par peur, mais par loyauté ancienne, par honte ou par douleur. Les guerres ne laissent pas que des cicatrices visibles. Elles dressent aussi, dans les consciences, des barrières que l'on n'ose plus franchir. Ce fut, au détour d'un échange discret avec Hastings, que Poirot mit un nom sur l'un des visages masculins de la photographie.
Il avait revu ce regard, ces pommettes hautes, cette manière de tenir la mâchoire. Il y avait, dans les traits vieillis, du docteur Laméra, discret résident de l'hôtel, amateur de promenades silencieuses, l'écho évident de l'homme figé sur la photo. Il n'en parla pas tout de suite. Il observa. Il attendit que le médecin croise son regard lors du dîner, puis détourne les yeux trop vite. Il nota l'attention excessive portée à un morceau de poisson, les phrases plus brèves, le ton plus sec qu'à l'accoutumée. Ce n'était pas le trouble d'un homme coupable. C'était celui de quelqu'un qui avait longtemps vécu avec un pinceau verrouillé et qui voyait soudain se rouvrir une porte qu'il croyait scellée à jamais. Poirot savait que dans ce genre de fissure, si on ne presse pas, la vérité affleure d'elle-même. Lorsque Poirot reprit en main la photographie, il y porta cette fois un regard différent, non plus analytique mais presque intuitif. La posture des trois personnages racontait une autre histoire, plus intime. La main de la femme touchait presque l'épaule de l'un des hommes, tandis que l'autre, légèrement en retrait, fixait l'objectif avec une intensité contenue. Ce n'était pas un simple souvenir de camaraderie. C'était un instant arrêté dans une tension muette. L'expression des deux hommes ne se ressemblait pas. L'un semblait protégé, l'autre sur la défensive. La femme, elle, était comme au centre d'un équilibre fragile, inconsciente, ou peut-être pas, du déséquilibre qu'elle générait. Poirot murmura à Hastings qu'il n'y avait rien de plus révélateur qu'un instant photographié. Il fixe les vérités que les mots n'osent pas dire. Et cette vérité-là parlait de désir, de rivalité, peut-être d'un amour dissimulé et d'une promesse rompue. Dans la lumière adoucie de la fin d'après-midi, Poirot, pensif, confia à Hastings une hypothèse qui semblait prendre racine dans le silence même de l'enquête. Et si le fameux neveu disparu, dont on parlait depuis les premiers jours, n'avait jamais été un neveu? Et s'il avait été tout simplement un fils? Les dates, les noms évoqués, les fragments de lettres retrouvés, tout laissait entendre qu'un enfant avait pu naître de cette époque trouble, un enfant confié à d'autres, élevé sous un autre nom, loin des regards, loin du scandale, un secret accepté, peut-être même assumé, mais jamais révélé publiquement. La femme en rouge, dans sa démarche hautaine, cachait peut-être une faille plus ancienne que le crime lui-même. Et dans ce secret, murmuré sans jamais être dit, Poirot percevait l'ombre d'un lien oublié, mais jamais rompu. Les éléments se recoupaient avec une clarté grandissante. Une liaison née pendant la guerre. Une séparation imposée par les circonstances. Une disparition, puis un mariage soudain, presque arrangé selon certains. Et plus tard, l'apparition de ce prétendu neveu, introduit dans la vie de la défunte, sans que personne ne le voie jamais vraiment. Poirot dressa lentement les lignes de cette trahison ancienne. L'un des hommes de la photo avait quitté le front dans des conditions suspectes, évoquant un problème de santé, un prétexte peut-être. L'autre, resté fidèle au devoir, avait été décoré, mais oublié. Entre les deux, la femme avait dû choisir, et son choix, quel qu'il fût, n'avait satisfait ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas une simple histoire de jalousie ou d'argent. C'était une vieille blessure, rouverte par un héritage soudain, une présence inattendue, un souvenir tangible. Et Poirot savait que certains silences, lorsqu'on les réveille, rendent les hommes capables de tout. La pension semblait figée dans l'attente d'un éclat. Ce matin-là, une femme de chambre, la voix basse, s'approcha de Poirot, glissant presque un mot entre ses lèvres closes. Elle avait trouvé, dans la chambre voisine, celle occupée jadis par la défunte, une ombrelle cramoisie, posée sur une chaise, comme si elle y avait été oubliée. Poirot,
le front soucieux, écouta les détails. La poignée tournée vers la fenêtre, la toile sèche, malgré la pluie de la veille. L'objet ne paraissait pas déplacé par hasard. Si cette ombrelle n'avait pas d'usage dans cette chambre, pourquoi y avait-elle été posée? Et surtout, qu'avait-on voulu suggérer par ce geste discret, couvert d'ombre? Hastings observa le silence même de Poirot. Il sut que cet accessoire, pourtant banal, contenait désormais une promesse inquiétante. Lorsque Poirot s'installa à la table du salon, pour comparer les deux ombrelles, celle trouvée dans la chambre de la victime et celle récemment découverte dans la pièce voisine. Il passa plusieurs minutes silencieuses, les doigts effleurant leur tissu. Elles étaient presque identiques, même rouge profond, même couture délicate, même poignée recourbée. Mais un détail les distinguait subtilement. Une ligne de surpiqûre dans le tissu intérieur, légèrement plus éloignée du sommet sur l'une que sur l'autre. La tension du tissu aussi différait. L'une paraissait plus tendue, prête à céder, l'autre plus souple. Ce petit écart, presque imperceptible, ne figurait dans aucun manuel, mais pour Poirot, c'était un indice précieux. Hastings, regardant la scène avec curiosité, comprit que les objets, même jumeaux, peuvent porter des signatures uniques, imperceptibles aux esprits non entraînés. Poirot, avec délicatesse, introduisit un petit instrument dans la garniture du manche détachable de l'ombrelle, un geste qu'il réservait aux objets qu'il soupçonne. Sous la douille de métal, il découvrit une cavité minuscule, presque invisible, dans laquelle reposait un fin résidu brunâtre. Il préleva avec un papier, humecta légèrement, sentit l'odeur âcre d'un toxique rare, un poison discret mais mortel dans sa précision. Le manche était conçu pour dissimuler, tranquillement, l'agent fatal. Aucun signe extérieur ne trahissait ce mécanisme. Tout était caché sous l'élégance de l'accessoire. Poirot observa ce poison, magnifiquement silencieux, et comprit qu'un coup avait été porté, sans violence visible, l'arme parfaite dans sa cruauté. Hastings, à ses côtés, pâlit légèrement. Ce n'était plus un simple détail, mais une confirmation absolue. Le surgissement de cette découverte fit soudain éclater la lumière dans l'obscurité du mystère. Poirot comprit que le meurtrier, avec calcul, avait échangé les ombrelles après le crime. L'objet meurtrier était demeuré en circulation, de chambre en chambre, comme un témoin muet, transporté sans bruit. Ce geste improbable, audacieux même, dissimulait l'arme à la vue de tous. L'ombrelle, visible et innocente, devenait complice, silencieuse. Le criminel n'avait pas besoin de la cacher. Il l'avait rendue presque banale, offerte à l'oubli. Hastings, encore incrédule, sentit qu'il assistait à une manipulation subtile, une chorégraphie de tromperie élaborée dans les plis du rouge. Dans le calme tremblant des salons, Poirot reconstitua dans son esprit le déroulé parfait de la manœuvre. Le meurtrier avait choisi l'instant de la pluie, le moment où les ombrelles étaient déposées, ouvertes, manipulées. Il avait interverti les objets avec un doigté invisible, profitant du va-et-vient discret du personnel. Puis il avait reposé la pièce mortelle dans un endroit qu'il savait inactif, une chambre voisine, pour que sa présence ne soit pas suspectée. Il calculait que les regards distraits et l'habitude cadencée des résidents rendraient cette permutation imperceptible. L'heure choisie, l'état des chambres, le silence des couloirs, tout était aligné, comme les pièces d'un échiquier. Hastings, écoutant le récit silencieux, comprit que ce crime avait été prémédité jusque dans ses détails, les plus infimes, sans effraction ni bruit. Lorsque plus tard, dans la journée, Poirot mentionna l'ombrelle en présence de quelques pensionnaires,
il vit un trouble fugace dans les traits d'un homme. Un léger tremblement de lèvres, un haussement imperceptible du sourcil, une hésitation dans le geste. Le masque de calme se fissura un instant, avant de se recomposer dans une expression maîtrisée. Ce n'était pas un cri, ni une défense, juste une micro-oscillation dans le visage. Mais Poirot savait que ce sont souvent les mouvements les plus brefs qui révèlent la vérité, une émotion trahie malgré soi. Hastings le vit pâlir et détourner le regard. Le silence retomba, mais l'ombre du doute venait de s'insinuer dans l'esprit de tous. Ce soir-là, dans la douce lumière du salon, Poirot se pencha vers Hastings et murmura une révélation mesurée. Ce qu'on croyait le plus significatif, la couleur, la forme, la construction, n'était rien. Le trait essentiel, celui qui avait trahi le meurtre, était bien plus subtil. La manière de tenir l'ombrelle, le geste du poignet au moment de la poser. Une inclinaison infime, une torsion légère, révélait la main du criminel, comme si l'ombrelle avait été tenue non comme un accessoire, mais comme un prolongement de l'intention. Hastings, surpris, relut ses propres impressions du jour. Ce geste, presque imperceptible, transformait l'ombrelle en instrument de vérité. Et dans cet instant, Poirot sut que l'énigme venait de franchir un seuil où seule la logique et le silence pourraient mener à la faute. Le matin s'annonçait d'une clarté trompeuse, lavée par la pluie de la nuit. Les pensionnaires descendaient un à un, traînant des pas encore engourdis. Pourtant, un nom manqua à l'appel. Le jeune Henri, d'ordinaire ponctuel et discret, ne se présenta pas. La femme de chambre, inquiète, monta frapper à sa porte. Quelques minutes plus tard, un cri retentit dans le couloir. On accourut. Le jeune homme était là, affaissé sur une chaise de la véranda, le visage penché, les doigts crispés sur le rebord de la table. La scène avait la tranquillité sinistre d'un tableau. Le corps ne portait aucune trace de lutte. Une tasse renversée sur le carrelage achevait d'imposer l'idée d'un drame paisible, trop paisible pour être innocent. Poirot, silencieux, regardait le corps sans s'approcher. Son instinct, déjà, pressentait un ordre trop parfait. Le médecin, appelé à la hâte, examina le jeune homme, puis déclara d'un ton grave qu'il s'agissait probablement d'un suicide, par absorption de poison. Une conclusion commode, presque attendue. La tasse, encore tiède, dégageait une odeur douceâtre. Le liquide brun, inachevé, paraissait confirmer le diagnostic. Les pensionnaires, groupés dans l'encadrement de la véranda, se penchaient avec curiosité et malaise. Le docteur Laméra, lui, se montrait catégorique. « L'affaire est simple, messieurs, il s'est donné la mort. » Poirot, resté un peu en retrait, observait la scène avec son calme obstiné. Son regard passait des doigts du mort à la tasse, puis aux soucoupes posées sur les tables voisines. Il ne dit rien, mais son silence, plus que tout discours, fit naître un frisson dans l'air tiède du matin. À peine la nouvelle confirmée, un étrange relâchement parcourut la pension. Quelques soupirs, des murmures navrés, puis la routine reprit, comme si ce décès offrait une conclusion acceptable à l'angoisse collective. On parlait d'un remords, d'une conscience trop lourde, d'un jeune homme trop fragile pour supporter la tension des derniers jours. Certains, au fond, semblaient soulagés. La mort, ici, servait d'explication commode à tout, au silence, au regard fuyant, aux souvenirs qu'on voulait oublier. On refermait symboliquement la porte du mystère. Hastings, lui-même, touché, semblait ésato à y voir autre chose qu'un geste de désespoir. Mais Poirot, lui, demeurait étrangement impassible,
comme si ce prétendu apaisement n'était pour lui qu'un parfum d'illusion. Lorsque le médecin rangea sa mallette et que les pensionnaires regagnèrent le salon, Poirot demeura seul dans la véranda. Le vent agitait doucement les rideaux, et le détective se pencha vers la tasse sans la toucher. Le liquide contenait bien le même poison que celui découvert dans l'ombrelle. Il en était presque certain, mais quelque chose n'allait pas. Les gestes du défunt semblaient arrangés, la main droite trop soigneusement posée, la tête inclinée avec un angle presque théâtral. Poirot murmura pour lui-même « Non, mon cher Hastings, la mort ne s'installe jamais ainsi par convenance. » Il ferma les yeux un instant, comme pour remonter le fil invisible d'une logique qu'il était seul à percevoir. Dans ce calme trop construit, il entendait le bruissement d'une intention, une main étrangère, délicate et précise, venue mettre un point final à l'histoire, trop tôt, trop habilement. Tout en marchant lentement dans la véranda, Poirot repassait les faits en silence. L'heure du décès, les circonstances, l'endroit, jusqu'au léger parfum de terre humide. Tout rappelait la mort de la dame en rouge. Même solitude, même calme avant l'orage, même scène trop bien disposée pour être naturelle. Cette symétrie troublante n'était pas fortuite. Elle ressemblait à une imitation. Le meurtrier avait reproduit le cadre du premier drame, comme pour donner à cette nouvelle mort le poids d'un écho, d'une fatalité. Un imitateur? Non. Une main désireuse d'achever le tableau, de refermer l'histoire par un dernier geste de vraisemblance. Poirot, les sourcils froncés, songea que l'art du mensonge consiste souvent à trop bien copier la vérité. Poirot, seul dans le petit salon, exposa sa pensée à Hastings d'un ton mesuré. Ce second décès n'était pas une issue naturelle, mais une orchestration. Le jeune homme n'était pas coupable. Il avait été choisi comme une victime de substitution pour mettre un terme à l'enquête. « Voyez-vous, mon ami, » dit-il calmement, « rien ne clôt mieux un scandale qu'une mort qui paraît logique. Le coupable véritable savait que l'opinion ferait le reste. Le soupçon se tournerait vers le jeune homme, la compassion aussi, et tout serait oublié. » Hastings demeura muet, partagé entre la stupeur et le doute. Mais Poirot, lui, suivait déjà le fil d'un raisonnement implacable. Cette mort prématurée n'effaçait rien. Elle révélait, au contraire, l'existence d'un esprit en panique, prêt à sacrifier un innocent pour sauver son propre silence. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une tension étouffante. Le moindre bruit de pas dans les couloirs semblait faire sursauter les pensionnaires. Le personnel murmurait, les conversations se figeaient à l'entrée d'un salon, les regards se chargeaient d'arrière-pensées. Poirot, attentif, notait les signes d'un désordre grandissant, le tremblement d'une main en versant le thé, un rire trop bref, un mot coupé avant la fin. La peur s'installait, mais pas celle d'un meurtrier encore en fuite. C'était une peur plus intime, celle de voir surgir la vérité. Hastings confia un soir qu'il se sentait oppressé, comme si l'air lui manquait. Poirot hocha la tête. « Oui, mon ami, l'air est devenu empoisonné. Et lorsque la vérité approche, ceux qui l'ont fui jusqu'ici finissent toujours par manquer d'air. » Ce fut à 16 heures précises que Poirot demanda que l'on réunît tous les pensionnaires dans le salon de thé. La demande, formulée avec une courtoisie irréprochable, n'en fut pas moins étrange. On s'y prêta par curiosité, par respect ou par nervosité feinte. La pièce, d'ordinaire, baignée d'un silence discret, devint ce jour-là une arène feutrée, enveloppée de porcelaine fine et de murmures contenus. Poirot, debout entre la grande baie vitrée et la table de service, contemplait les visages alignés devant lui,
avec cette bienveillance mystérieuse qu'il savait si bien revêtir. Hastings, assis non loin, se tenait droit, comme s'il sentait que le moment approchait où la tension suspendue depuis des jours allait enfin trouver son dénouement. Poirot s'éclaircit doucement la voix, puis, sans changer de ton, déclara que le temps du thé serait, aujourd'hui, celui de la vérité, et que tout, enfin, allait se dire. Il ne désigna personne, il ne haussa pas la voix. Il se contenta d'énumérer, calmement, les détails, ces petits riens que nul n'avait jugés utiles, mais que lui, Hercule Poirot, avait notés dès le premier jour. Le silence, un peu trop long, d'un monsieur en cravate prune, qui feignait de chercher ses mots au lieu de répondre. Le regard d'une dame très digne, toujours trop bref lorsqu'il croisait celui de la défunte. L'indignation précise, comme répétée à l'avance, d'un jeune homme qu'on n'avait pourtant jamais vu s'énerver. « Chacun ici, dit-il en posant ses mains sur le dossier d'une chaise vide, a joué son rôle dans une pièce que nul n'avait écrite. Mais certains rôles, mes amis, ont été trop bien joués. Et cela, je ne le tolère pas. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Un soupir s'étrangla dans une gorge. Et Poirot, imperturbable, poursuivit, comme s'il lisait à voix haute une vérité déjà inscrite dans l'air. Il tendit alors la main vers la table basse, où deux ombrelles cramoisies reposaient, côte à côte. « Voilà le cœur du théâtre, » dit-il. Poirot raconta la découverte, l'accessoire familier, si semblable à celui de la défunte, retrouvé dans une chambre étrangère. Deux objets presque identiques, à ceci près que l'un d'eux abritait un secret. Une cavité soigneusement dissimulée dans le manche, contenant des traces d'un poison lent. Ce poison, poursuivit-il, n'a pas été versé par hâte ou impulsion. Il n'a pas été préparé, pesé, dissimulé. Puis, après la mort, l'ombrelle piégée fut échangée. Ainsi, l'arme ne pouvait plus accuser personne. Elle devenait un objet anodin, comme les autres. Il se tut un instant, laissant le silence s'installer. Puis il conclut d'une voix plus grave. « Le meurtre n'a pas été commis dans un élan, mais avec la patience d'un horloger. » Poirot recula d'un pas et croisa les bras. Et comme toujours, mes amis, l'horloger commet la même erreur. Il pense que la perfection passe inaperçue. Il fit alors le parallèle. La défunte, retrouvée seule, dans un calme absolu, sa tasse à la main. Puis le jeune homme, affaissé sur une chaise identique, devant une boisson tiède, à la même heure, dans le même lieu. C'est trop parfait, trop symétrique, trop voulu. Le ton était sec, presque mathématique. Le second meurtre n'est pas la conséquence du premier. Il en est la copie. Une copie utile, car elle permettait de désigner un coupable idéal et de faire croire que le crime initial n'en était pas un. Un murmure s'éleva, vite, étouffé. Les regards se croisaient maintenant avec angoisse, et Poirot, sans hausser la voix, affirma. Il n'y a eu qu'une main, et elle a joué 2 fois avec le même soin. La salle, à présent, retenait son souffle. Poirot s'assit, croisant lentement les doigts. Mais pourquoi? Quelle raison peut justifier tant de patience, tant de minutie? Il leva les yeux, et son regard accrocha celui d'une femme à la chevelure gris-perle, parce que la vengeance est un fil ancien, tissé dans le silence, et parfois, elle porte le nom du souvenir. Il parla alors d'un temps de guerre, d'une promesse faite et trahie, d'une jeune femme aimée par 2 hommes, dont l'un partit sans retour et l'autre fit croire à sa mort, d'un enfant né dans la confusion, caché, déplacé, effacé des papiers comme des mémoires. Cette photo, trouvée dans le livre de poèmes, ce n'était pas une relique, c'était une clé, et l'un de ces visages
vieilli par les années, est ici, aujourd'hui. La pièce vibrait de silence. Le passé, que l'on croyait figé, revenait marcher dans les couloirs. Poirot se redressa, comme pour marquer une séparation. Ce crime, contrairement à ce que l'on pense, n'a pas été commis pour l'argent, non. Il n'était pas question de testament, ni de bijoux. Il désigna doucement la table du salon. Ce qui était visé, c'était la mémoire, l'amour perdu, l'enfance volée, la reconnaissance jamais reçue. Le meurtrier n'a pas tué pour prendre, il a tué pour priver, pour faire en sorte que la victime parte seule, sans laisser de traces, ni de descendance légitime. Une sorte de justice personnelle, née d'une blessure ancienne. Et c'est cette blessure, ajouta Poirot, que j'ai vue dans les yeux, un matin, alors que l'ombrelle était évoquée. Non la peur d'être découvert, mais le chagrin de ne jamais avoir été reconnu. L'assemblée ne bougeait plus. L'émotion s'insinuait lentement, comme une pluie fine sur une verrière. Un sanglot discret fendit le silence. Poirot ne se retourna pas immédiatement. Il laissa les larmes tomber, une à une, avant de reprendre d'une voix douce. « Vous avez voulu que le monde oublie ce qu'il vous a pris. Vous avez voulu qu'il oublie jusqu'à votre nom. » Alors, la silhouette se leva, raide, les épaules tendues. Elle tenta d'ouvrir la bouche, mais ce furent d'abord des larmes, puis quelques mots égarés. Je voulais qu'elle sache, avant de partir. Le masque longtemps porté, avec dignité, s'effondra dans une douleur nue. Les autres regardaient, sans parler. Poirot, lui, se leva et s'approcha. « Ce n'était pas la bonne voie, madame, mais je comprends la douleur. » Le regard du meurtrier chercha un appui, une rédemption, une excuse. Il n'y en avait pas. Mais il y avait, dans la chute, une forme étrange de délivrance. Le secret, enfin, n'était plus seul. La salle se vida lentement. On remit du thé à infuser, presque machinalement. Les voix, d'abord absentes, revinrent par bribes. Et les tasses retrouvèrent leur place dans les mains. Mais l'ambiance ne fut plus jamais la même. Dans chaque tintement discret se glissait désormais un écho, celui d'un aveu tardif, d'un amour perdu, d'une ombrelle cramoisie oubliée dans un coin. Hastings, en sortant, glissa quelques mots à Poirot. C'était un drame, au fond, plus qu'un crime. Le détective ne répondit pas tout de suite. Puis, en regardant la lumière se poser sur la porcelaine, il murmura. Les drames les plus profonds se jouent en silence et se terminent dans le bruit doux d'une tasse reposée. Le tumulte était retombé, comme une vague lente, sur une plage déserte. L'hôtel, à nouveau, retrouvait son calme, ce calme feutré que seuls les lieux marqués par un secret savent entretenir. Les couloirs avaient repris leur souffle. Les pas du personnel se faisaient plus légers, presque prudents, comme si l'on craignait de réveiller quelque chose de fragile. Dans une armoire du second étage, dont la clé avait été rendue sans bruit, reposait désormais l'ombrelle cramoisie. Elle n'avait plus d'usage. Objet élégant, détaché de tout, elle semblait avoir abandonné toute mémoire. Pourtant, Hastings, en la revoyant brièvement avant qu'on ne la range, eut l'impression qu'elle portait encore quelque chose. Une trace invisible, un frisson d'aveu que seul le silence respectait. Dans le jardin désert, Hastings se tenait seul, les mains croisées derrière le dos. Il pensait à cette ombrelle, précisément, à ce geste qu'il avait vu tant de fois sans y prêter attention. Un accessoire, rien de plus. Une coquetterie, un détail de toilette. Et pourtant, à présent, tout ce qu'elle dissimulait surgissait dans son esprit avec une netteté déconcertante. Combien de choses passaient inaperçues, parce qu'elles étaient belles. Combien de vérités se cachaient dans les plis soignés d'un objet choisi.
Il se sentit troublé. L'élégance, se dit-il, est parfois un masque, et ce que l'on porte à la main n'est pas toujours ce que l'on est prêt à dévoiler. Hastings songea à son ami. Il le revoyait, penché, précis, toujours à l'affût de ce que les autres négligeaient. Ce n'était pas une simple affaire de logique, c'était un art. Poirot observait là où personne ne pensait à regarder, non pas dans les cris, mais dans les silences, non dans les grands gestes, mais dans les mouvements retenus. Ce n'était pas l'ombrelle elle-même qu'il avait mis sur la voie. C'était la manière dont elle avait été tenue, reposée, déplacée. Une infime tension du poignet, un angle trop maîtrisé. Hastings ferma les yeux un instant. Il comprenait à présent que ce que Poirot voyait, c'était l'âme derrière l'objet. Et cela, nul ne pouvait le lui cacher bien longtemps. Il resta un moment immobile, puis rouvrit les yeux. Le ciel avait cette clarté pâle des fins d'après-midi. Une lumière douce, presque mélancolique. Il pensa au rouge, non celui du crime, brutal, éclatant, mais un rouge plus ancien, plus intime, celui d'un amour oublié, d'une honte tue, d'un souvenir que l'on n'ose ni chasser, ni conserver. L'ombrelle, cramoisie, ne serait jamais plus un simple accessoire. Elle demeurerait, quelque part dans son esprit, comme un symbole silencieux, celui d'une douleur cousue dans le tissu d'un passé inavoué. Et dans ce rouge-là, il n'y avait plus de meurtre, seulement une blessure restée ouverte trop longtemps. Parfois, la vérité la plus tranchante se cache dans un geste trop élégant pour paraître coupable. Et vous, auriez-vous su lire le mensonge dans la manière de tenir une ombrelle? Dites-le-moi en commentaire. Et si cette histoire vous a captivé, pensez à liker, à vous abonner et à la partager avec d'autres amateurs d'énigmes. Car certaines ombres, même résolues, continuent de danser doucement dans nos souvenirs.